Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Cas pratique numéro 1, démarrer de zéro ses investissements à 40 ans. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un premier épisode, on va dire, d'une tentative, parce que j'ai eu des échanges avec une personne sur Instagram qui m'avait l'air bien sympathique et je me suis dit, elle avait pas mal de questions à se poser. En fait, en général, quand quelqu'un vient me parler sur Instagram et qu'il a pas mal de questions à se poser, il y a deux solutions. Soit j'essaye, alors non, il y en a pas, on va dire il y en a trois et du coup là j'en ai inventé une quatrième. La première solution, c'est que c'est des questions toutes faciles qui me prennent 2 minutes, même pas 30 secondes à répondre, donc des fois je réponds. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est que c'est un peu plus compliqué, mais je sens que la personne elle a besoin peut-être d'un accompagnement pour investir. Alors du coup, on lui propose un appel découverte pour discuter si jamais elle a besoin ou pas du vrai accompagnement complet du Club des investisseurs sereins. Troisième solution, des fois, je peux proposer, à de rares occasions, un coaching individuel. Donc ça, c'est un coaching qu'on facture one shot. Mais moi, j'aime pas trop ça parce que souvent, en fait, moi, ça me frustre. J'ai envie de suivre la personne sur plus longtemps. Juste, voilà, faire une seule fois un coaching d'1 heure et demie. Certes, ça permet à la personne d'y voir plus clair. Mais bon, c'est pas le truc, je pense que c'est ni rentable pour la personne, ni pour moi. Donc voilà, on le propose pas très souvent. Et enfin, je me suis dit, écoute, là, c'était une personne avec qui j'ai échangé, qui était pas prête pour les trois choses-là. En même temps, répondre rapidement sur Instagram, c'était juste pas possible. Donc je me suis dit, bah ok, pourquoi pas, explique-moi ta situation. Et je vais peut-être en faire un épisode de podcast. Comme ça, on est gagnant-gagnant. Moi, on va dire, je te donne des conseils. En tout cas, des conseils. C'est pas des conseils, c'est un avis comme ça, une impression. Parce que, bon, voilà, je connais pas hyper bien la personne. C'était sur Instagram. Elle m'a fait quelques messages pour m'expliquer toute la situation. Et je vais essayer d'en faire un épisode de podcast parce que je me dis ça peut peut-être intéresser pas mal de monde. Donc c'est parti, le premier cas donc, que je vais traiter, c'est une personne, donc je vais essayer d'être complètement anonyme pour, par pudeur pour la personne. Donc on va l'appeler, je sais pas, A, parce que son prénom commence par un A, mais appelons-la A. Elle m'a donc expliqué toute sa situation et elle m'a ensuite posé ses questions et je vais en profiter parce que ça va peut-être vous intéresser. Vous, en tant que, peut-être que sa situation va vous parler et même si ça vous parle pas et que c'est pas votre situation en réalité, c'est hyper instructif de voir comment on raisonne et comment on réfléchit. Alors, donc c'est une personne qui a 40 ans, elle a 42 ans pour être exact, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle n'a aucun crédit en cours, elle a déjà une voiture qui est à elle et elle n'a pour le moment aucun investissement immobilier, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif. Donc je considère qu'elle part de zéro en termes d'investissement immobilier. Aujourd'hui, elle est locataire à la fois pour son activité professionnelle, mais aussi elle, à titre personnel, elle est locataire d'une maison et elle m'a clairement dit que ses loyers étaient très intéressants, qui étaient plutôt pas chers. Donc ça, c'est une information très importante pour moi. Elle est indépendante depuis 2010, donc elle a son entreprise et elle fait des prestations à domicile ou dans son local de soins de la personne. Et donc, quand elle est, entre guillemets, à temps plein, elle arrive à gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Mais il s'avère qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Donc, elle a eu un gros arrêt donc de plusieurs mois. Ce qui fait que, en fait, elle est passée à mi-temps. Et pour l'instant, elle est restée encore à mi-temps. Voilà, elle avait été complètement arrêtée, puis elle était passée à mi-temps thérapeutique, et maintenant elle est à mi-temps tout court parce qu'il n'y a plus d'indemnité. Voilà, et elle est restée à mi-temps. Donc elle est à 1 500 € par mois. Ses économies de côté sont de 40 000 €, ce qui est quand même correct, je trouve, qui est plutôt pas mal pour ses revenus. Donc c'est plutôt rassurant, même si elle m'avait expliqué vraiment qu'elle a connu des périodes très difficiles dans son activité, parce que par rapport, maintenant ça fait 15 ans qu'elle a son activité,
Il y avait eu une phase où elle avait eu jusqu'à 6 salariés, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, suite au Covid, la crise, etc., elle a fait baisser le nombre d'effectifs. Là, elle n'a plus qu'une personne qui va a priori s'arrêter en décembre. Donc là, elle va se retrouver toute seule dans son activité. Elle a une SARL. Et là, en fait, sa vision, c'est que ça l'embête vraiment de repasser à temps plein et de travailler dur. Elle a envie de réorganiser et de penser différemment les choses pour qu'à terme, en fait, elle puisse lever le pied, continuer à travailler à mi-temps, j'imagine, parce que ça doit lui coûter mentalement de repasser à temps plein. Évidemment, j'imagine que côté retraite, c'est pas trop en place. Voilà, elle n'a pas de résidence principale. Au niveau de la sécurité, elle se sent pas en sécurité aujourd'hui. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'il faut qu'elle s'y prenne pour faire les choses intelligemment, pour prévoir à la fois son avenir et réussir à ne pas avoir une vie où elle bosse à temps plein tout en réussissant à réaugmenter ses revenus. Donc elle m'a posé pas mal de questions. C'est parti. Alors déjà, juste avant de commencer, je trouve que c'est un cas hyper intéressant. La première chose en fait qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que évidemment, comme tout le monde, quand on a 42 ans, on se dit « mais mince, pourquoi j'ai pas commencé plus tôt ?» Donc toutes les personnes qui sont plus jeunes que 42 ans, mais foncez, parce que vous voyez bien que ne rien faire, en fait, on se retrouve à 42 ans à devoir se poser la question « zut, finalement, j'ai toujours pas d'immobilier, j'ai rien ». C'est juste une petite parenthèse pour encourager les plus jeunes d'entre vous à démarrer le plus tôt possible, en fait, parce que le temps joue en notre faveur quand on est un investisseur immobilier. Mais évidemment, il ne faut pas commencer n'importe comment. Donc là, on va discuter justement des différentes questions qu'elle me pose. Alors la première question qu'elle me pose, c'est « Dorine, qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt acheter une résidence principale ou investir directement dans un bien à louer ?» C'est la première question à se poser. En réalité, ça va dépendre des objectifs de la personne. Si vous avez la hantise de l'investissement immobilier, que de partir à l'aventure semi-entrepreneurial d'investir en immobilier, parce que j'appelle ça du semi-entrepreneurial dans le sens où c'est pas un investissement où vous allez rester tranquille dans votre canapé, ça va être quand même, va falloir sortir de chez vous, faire des visites, etc. Et si jamais vous passez même en location courte durée, pour moi c'est un petit business à part entière, même s'il peut être énormément délégué. La question là, c'est qu'est-ce que vous attendez ? Si vraiment Madame A se dit j'ai pas envie de m'investir du tout dans l'investissement immobilier, je veux faire le strict minimum, là je lui dis évidemment le mieux c'est t'achètes ta résidence principale, au moins dans 20 ans t'as une résidence principale qui est remboursée et quand tu pars en retraite à 65, 67, je ne sais pas quel âge, on verra bien, au moins t'as pas de loyer à payer. Donc c'est déjà le minimum syndical que je recommanderais à la personne qui veut faire le moindre effort. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que Madame A a envie de faire quand même un peu d'effort parce qu'elle a carrément l'ambition d'avoir des compléments de revenus. Donc dans ce cas, j'oublierai la résidence principale. Je me dirais, il faut tout de suite que j'attaque. Parce que mine de rien, à 42 ans, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, on ne va pas perdre encore 1 ou 2 ans à acheter sa résidence principale et retrouver de la capacité d'endettement, etc. pour la chose suivante. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Allons-y, passons directement à l'investissement locatif. Maintenant, la question, c'est quel va être cet investissement locatif ? Pour moi, il y a un axe de réflexion, c'est que, imaginons, ça va nous prendre 1 an pour mettre en place un investissement locatif rentable, de bonne qualité, qui dégage du cash flow. Il ne faut pas que ce soit un petit cash flow. Parce que si c'est un petit cash flow, franchement, ça va être déprimant. Entre guillemets, juste pour 200 € de plus par mois, c'est de casser la tête pendant 1 an. Et au vu du profil, qui est aujourd'hui d'un revenu de 1 500 € par mois, plus 40 000 € de côté, on ne va pas pouvoir lever une grosse masse d'argent. Donc, je partirai plutôt sur des stratégies agressives. Qu'est-ce que j'entends par stratégie agressive ? C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire de la location longue durée sur des petites surfaces. Ça, pour moi, c'est pas assez agressif. On va plutôt partir sur soit des colocations, on va dire à minimum 4 colocataires, voilà, ou bien la location courte durée. Par rapport à la discussion que j'ai eue avec Madame A, j'ai eu l'impression qu'elle habitait dans le sud de la France, parce qu'il y avait un petit accent, et à un moment donné, elle a dit « moins ». Donc « moins », en général, quand on dit « moins », c'est qu'on habite dans le sud. Donc je ne sais pas, peut-être, parce qu'elle ne m'a pas dit ça, l'endroit je crois pas, en tout cas, de là où elle habite. Donc je sais que dans le sud, en l'occurrence, la demande locative, elle est très forte. De ce fait, peut-être qu'une colocation
nombreuses, donc plutôt soit un appartement avec au moins 4 chambres possibles, moi ça me parle, soit une petite maison, également pour faire de la coloc avec au moins 4 chambres, ça pourrait me paraître pas mal. Mais malheureusement, ça va être assez cher parce que je sais que dans le sud, ça coûte cher. Donc peut-être plutôt un appartement plutôt qu'une maison. Ça, faudrait voir en fonction du budget. Donc ça, ce serait moi ma vision, en tout cas à ta place. Je ferais ça. Je me dirais, ok, je vais attaquer sur de l'agressif parce que j'ai pas le choix. J'ai envie d'avoir du cash flow. J'ai envie qu'au bout d'un an, j'ai au moins 500 € par mois de plus. Sinon, je me dis, ça vaut pas la peine tous ces efforts. Je veux vraiment que ce soit un investissement qui me rapporte de l'argent tous les mois. Évidemment, malheureusement, il n'y a pas de miracle. Je ne vais pas dire tu vas être entière en un an. Voilà, c'est possible si vraiment tu as un talent de dingue en location courte durée, tu fais un atypique incroyable. Voilà, mais même remplacer 1 500 € par mois au vu de la capacité d'endettement que tu as, je trouve que c'est un petit peu, peut-être pas pour le premier investissement tout de suite. On va prendre son temps, on va déjà faire un premier investissement pour que tu mettes le pied dedans. Moi, c'est comme ça que je ferais. Alors, par contre, tu m'as parlé en disant oui, mais du coup, si j'achète une RP, c'est ça qui est bien, je peux avoir un prêt à taux zéro et ma prime rénov'. Alors, moi, mon avis sur ces choses-là, moi, je compte pas dessus parce que le problème de ça, c'est que même si tu dis que tu achètes une RP, c'est des taux et entre guillemets, des choses qui demandent des garanties derrière de ne pas mettre en location après. Donc ça, c'est trop bloquant. Notamment après, quand tu m'as parlé, tu m'as expliqué que potentiellement, tu voudrais peut-être bouger, ou on ne sait jamais, peut-être que tu rencontres quelqu'un, tu vas emménager avec lui, et du coup, tu vas vouloir mettre ta résidence principale en location. Ah bah, pas de bol, prêt à taux zéro, t'as pas le droit, sinon ça annule le prêt ou je sais pas quoi. Enfin, je sais qu'il y a des petites lignes, je ne sais plus exactement c'est quoi les petites lignes, faudrait les relire, mais ça a un côté un peu bloquant. De ce fait, moi, je ne partirai même pas du tout sur ce genre de choses. Il faut que ce soit rentable sans ces prêts à taux zéro, c'est ma prime rénov', etc., qui parfois ne marchent pas pour quand on veut faire de la location. Ça ne veut pas dire que je ne les espère pas, mais je ne compte pas dessus. Okay, si jamais tu arrives à avoir des aides, tant mieux, mais ne compte pas dessus au prime abord quand tu vas chercher ta bonne affaire. Et ensuite, par rapport aux banques, la stratégie que j'adopterais à ta place, voilà, évidemment, tu fais ce que tu veux. Moi, je ne donne pas des conseils, entre guillemets. C'est juste, voilà, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que je dirais à la banque que j'achète ma résidence principale. Parce que ce sera 10 fois plus simple pour obtenir un prêt. Et encore en plus, pour obtenir un prêt sur 25 ans, c'est beaucoup plus facile quand on achète une résidence principale. Donc, la petite maison ou l'appartement de 4 pièces, moi, personnellement, je l'achèterais en résidence principale en disant à la banque que ce sera une résidence principale. Donc il y a peut-être des personnes qui vont dire oui mais c'est pas juste, on n'a pas le droit de faire ça, etc. Alors il y a des purs juristes, légalistes qui vont dire ah non, faut surtout pas faire ça parce que quand t'achètes, tu dis que t'achètes une résidence principale, donc tu dis un mensonge à la banque, etc. Alors déjà je vais vous annoncer quelque chose, c'est que je pense qu'il y en a énormément qui font ça, hein, vous n'êtes pas les premiers à avoir cette idée de dire à la banque que vous achetez une résidence principale. Et entre guillemets, premièrement, il y en a une tonne qui le font. Hein, je veux dire, c'est une pratique mais ultra méga courante de dire que tu achètes une résidence principale alors que tu sais au fond de toi que tu vas finalement en faire une location. Deuxièmement, c'est pas illégal de changer d'avis, dans le sens où tu peux tout à fait dire à la banque j'achète une résidence principale. Tu pars du principe que tu vas habiter dedans et oups, par hasard, tu rencontres quelqu'un, tu vas emménager avec lui. La banque ne te forcera jamais à revendre la maison que tu as achetée et à la laisser vide. Tu as le droit de la mettre en location. Donc tu peux tout à fait avoir des circonstances dans ta vie qui font que finalement, ta résidence principale, tu veux la mettre en location. C'est tout, c'est la règle, c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la banque ne peut pas t'interdire de vouloir emménager avec quelqu'un et en attendant de ne pas revendre cette maison. J'ai jamais entendu ça, une banque qui force à revendre parce que finalement, tu as décidé d'aller habiter ailleurs. Donc ça, c'est pas possible. Donc d'ailleurs, si jamais il y a des gens qui sont là, qui lèvent le haut là en disant oui, non, faut pas faire ça, ok, envoyez-moi un message sur Instagram et racontez-moi une histoire de quelque chose qui s'est mal passé. J'en ai jamais entendu parler. Donc, Madame A, moi ce que je ferais à ta place, c'est j'achèterais officiellement une résidence principale, mais en réalité, tu sais déjà que tu vas la mettre en location. L'autre raison, c'est que tu m'as dit que tes loyers aujourd'hui étaient particulièrement faibles. Donc si tu as des loyers faibles, profites-en, reste là où tu habites, parce que souvent quand on redéménage, en fait, on va payer plus cher tous les mois. Donc moi, c'est ce que je ferais. Ensuite, tu m'as posé la question par rapport au statut qu'il faudrait choisir. Alors, soit acheter
en perso, soit acheter en pro. Donc en l'occurrence, avec la stratégie d'acheter en résidence principale, ce qui me paraît le plus simple au vu de la situation, j'achèterai en perso. Évidemment, c'est dans un premier temps. Je ne dis pas que ça ne veut pas dire que le deuxième investissement, ce serait peut-être pas en société. Ça, faudrait en discuter après. Mais pour l'instant, pour le premier investissement, j'achèterai en nom propre, pour la simple et bonne raison que, déjà, je me dis que le montant ne va pas être énorme. J'aimerais que tu fasses pas mal de travaux et que tu mettes peu d'apports. Et en général, quand on fait beaucoup de travaux et qu'on met peu d'apports, ça balance plus vers l'investissement non propre. Évidemment, il faut faire des calculs. Nous, dans notre club des investisseurs sereins, on donne un logiciel, enfin pas un logiciel, un fichier Excel qui permet de faire tous ces calculs pour voir exactement qu'est-ce qui est plus intéressant. Mais voilà, a priori, il faudrait faire les calculs pour vérifier. Un nom propre, si tu fais pas mal de travaux, donc ce serait forcément le cas, je pense, si tu fais une belle colocation ou que tu te lances en location courte durée sur une petite maison dans le sud de la France, il y a forcément un moment donné, tu vas devoir mettre la main à la pâte pour... alors, pas forcément que ce soit toi qui fasses les travaux, mais en tout cas, il va falloir faire des travaux pour que ce soit assez canon pour te démarquer et que ça rapporte du chiffre. Donc, moi, je partirais plutôt sur une petite maison, soit à mettre en colocation si tu as un peu la flemme, ou en location courte durée si tu es en mode vraiment tu as envie de tout donner pour réussir à ce que ça marche, ou peut-être comparer les deux stratégies et voir laquelle va te rapporter plus de cash flow. Je partirais en nom propre, surtout que de ce que je comprends, ton entreprise a eu des difficultés, donc je ne pense pas que tu aies beaucoup de cash dans ton entreprise. À la limite, la solution, ça peut être on investit en nom propre pour celui-là, et pour ce qui est en société, éventuellement, tu m'as parlé du fait que tu voulais éventuellement augmenter l'activité. Moi, c'est ce que je ferais pour préparer l'investissement suivant. Donc, je sais que ce n'est pas la bonne nouvelle, mais moi, je t'inviterais à passer à plein temps pendant, on va dire, je sais pas, peut-être pas tout de suite. Tu trouves ton premier investissement, là, tu l'achètes, et dès qu'il est en place, bam, tu passes à temps plein pour renflouer les caisses avant la fin de l'année pour avoir un meilleur bilan. Et pareil pour l'année 2026, pour que tu puisses réemprunter l'année en 2026 pour le deuxième investissement. Moi, c'est ce que je ferais. Et est-ce que je t'inviterais donc à augmenter ton salaire ? Ça, c'est la question que tu me posais. Moi, je dirais il y a deux solutions. Pourquoi pas ne pas tout de suite, parce que je pense que tu peux quand même emprunter, même avec tes 1 500 € et tes 40 000 € de côté, il y a moyen. Je ne connais pas ton marché, là où tu habites exactement. Si tu es vraiment dans le sud avec un endroit qui est hyper cher, c'est un peu limite. Si jamais tu as l'impression qu'acheter en résidence principale, c'est impossible, peut-être qu'il faut déjà augmenter tes revenus en travaillant plus. Si tu penses qu'il y a moyen par rapport au secteur où tu habites à acheter tel quel en résidence principale officiellement, et dans ce cas, peut-être temporiser 3-4 mois pour que tu te lances dans ton projet à fond. Comme tu es à mi-temps, tu auras plus de temps. Et dans un second temps, tu augmentes tes revenus pour pouvoir enchaîner pour le deuxième investissement. Voilà. Et c'est intéressant parce que tu m'as posé la question, mais si jamais j'achète une RP, est-ce qu'il faut que je sois stratégique ? Parce que si jamais je bouge. Et ça, c'est vrai que c'est une super question à se poser. C'est-à-dire que acheter une résidence principale coup de cœur, surtout quand on a un projet potentiel de bouger, de se laisser porter par la vie, de voir qu'est-ce que ça pourrait donner si jamais on déménage ou je ne sais quoi, c'est vrai que la résidence principale, il faut l'acheter de façon stratégique. Donc si vraiment tu optais pour la résidence principale, il faudrait l'acheter de façon stratégique. Donc en fait, moi, c'est ce que je t'invite un peu à faire, c'est que même si tu sais pertinemment que tu ne vas pas habiter là et que tu vas rester là où tu es avec tes loyers, moi, ce que je ferais clairement, c'est acheter directement une petite maison pour la mettre en colocation ou en location courte durée, donc une stratégie agressive, parce que j'ai bien compris que toi, ton but, c'est quand même de ne pas travailler à fond pendant les 10 prochaines années, donc plutôt partir sur ce genre de stratégie. L'avantage de ce que je te propose, c'est que tu vas pouvoir réenchaîner derrière, parce que j'espère que grâce à ça, tu vas continuer à mettre beaucoup d'argent de côté pour renflouer au maximum les caisses. Évidemment, indifférer total avec ta résidence principale officiellement au pied de ta banque en disant tu as des travaux à faire dedans, donc tu ne vas pas pouvoir emménager dedans avant 1 à 2 ans. Donc de ce fait, indifférer au maximum pour pouvoir renflouer ta trésorerie si jamais tu as dû mettre un petit peu d'apport dans ta résidence principale. Enfin, quand je dis résidence principale, on est bien d'accord, c'est celle de ce que tu dis à la banque, mais en réalité, tu vas tout de suite la mettre en location. Et rester sur là où tu habites, comme tu m'as dit que tu avais un particulièrement petit loyer. Voilà un peu pour mon impression. Évidemment, tout ce que je dis, c'est mon impression. Je n'ai pas vu la personne en discussion. En général, quand on fait des coachings, on discute pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il y a beaucoup d'échanges. Moi, c'est comme ça que je démarrerai les choses. Évidemment,
je pourrais prêcher sur ma paroisse en disant ok, peut-être qu'il faudrait que tu te fasses accompagner tout du long pour voir un peu ce que tu peux trouver, pour qu'on puisse creuser ensemble ta situation. Donc si jamais tu te dis pourquoi pas me faire accompagner pendant les 12 prochains mois pour faire l'investissement à fond, n'hésite pas à prendre un appel découverte avec nous. Maintenant, on a quelqu'un de notre équipe aussi qui gère les appels découvertes. Donc il y aura soit Cyril, soit Dorine, soit Maxime, qui est l'une des personnes maintenant qui va nous aider pour les appels découvertes parce que ça nous prend trop de temps. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, le lien il est dans la description juste en dessous. Et évidemment, si tu as envie de te lancer toute seule, je pense que tu as déjà pas mal d'éléments et n'hésite pas à écouter tous les conseils du podcast pour lancer une colocation ou la location courte durée ou te réorienter vers des personnes qui font ça. À toi de voir. La colocation, des fois, moi je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça permet quand même d'avoir du cash flow tout en étant moins, entre guillemets, pénible à gérer que la location courte durée. Et d'ailleurs, tu me parlais de potentiellement lancer des formations en ligne, etc. en 2026 avec ton business. Pourquoi pas ? La seule chose que moi je sais d'expérience, parce qu'on a lancé nos formations en ligne, c'est que ça met du temps. Ça met du temps à se mettre en place. Donc moi, je ferais plutôt le court terme. Booster ton activité, faire 1 ou 2 invests. Et une fois que tu as les 2 invests qui tournent et que tu te dis, ok, je peux repasser à mi-temps parce que j'ai assez de cash flow pour être que à mi-temps. Et là, après, je me lancerai dans les formations en ligne. Voilà, moi, je temporiserai un peu parce que je sais que ça met du temps à venir. Hein. Sauf si tu as déjà une belle audience sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Mais si tu démarres de zéro, pareil, ça va mettre 1 ou 2 ans avant de commencer à fonctionner, te générer des revenus. Donc plutôt faire simple, lancer tes colocations ou ta location courte durée avant. Voilà pour moi, j'espère que ça t'a été utile tout ce que je t'ai dit. Et puis j'espère que ça a pu être utile pour d'autres personnes. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.